tous. Aujourd'hui, nous allons voyager à dos de dromadaire dans les sables brûlants du Moyen-Orient en compagnie d'un personnage fascinant, complexe, un soldat hors norme, un aventurier, un meneur d'hommes, un stratège visionnaire qui, dans cette tragédie collective que fut la Première Guerre mondiale, conduisit son épopée individuelle. Cet homme, c'est Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, et mon invité est Christian Destremaux, qui lui a consacré il y a quelques années une formidable biographie. Christian Destremaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, fin connaisseur de la culture britannique et du monde arabe, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, paru chez Perrin en 2011, Churchill et la France, paru en 2017, toujours chez Perrin, et Ian Fleming, le père de James Bond, en 2020. Et tout dernièrement, une biographie d'Ibn Saoud, dont nous parlerons très prochainement. Mais vous êtes là aujourd'hui pour évoquer ce personnage fascinant, comme je le disais, qui est Thomas Edward Lawrence, plus connu donc, depuis le film de David Lean, 1962, avec Peter O'Toole dans le rôle titre, donc Lawrence d'Arabie. D'ailleurs, parlant du film, est-ce qu'on peut dire qu'il est fidèle à la réalité ? Il a été assez critiqué, mais en fait, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et sur les points importants, il est il est conforme à la réalité. Et d'ailleurs, il a été assez critiqué par un peu certains puristes parce qu'il a montré des aspects de Lawrence qui n'étaient pas forcément très glorieux, et notamment des passages où on le voit très exalté. Et puis on a critiqué le physique de Peter O'Toole, qui était très grand, alors que Lawrence, lui, était un petit bonhomme. Mais globalement, ça fonctionne très bien. Alors, en dehors de ces magnifiques images, et puis c'est une épopée formidable à voir et vraiment à revoir. Mais sur un plan des faits historiques, c'est une interprétation, mais qui est plutôt qui tient vraiment la route. Bon, c'est vrai qu'avant même ce film, il était une star, au regard de ses exploits, puis également de la publication de son livre Les 7 piliers de la sagesse. Et cette notoriété est arrivée très rapidement. Il y a eu une période de grande notoriété, effectivement, à sa mort. Après sa mort, la parution des 7 piliers. Et puis, évidemment, après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'après-guerre mondiale, et tout cela a été un peu disparu. En fait, le film de David Lean a quand même relancé... La remis sur le devant de la scène. Voilà, a relancé l'épopée de manière absolument spectaculaire, avec la musique de Maurice Jarre, formidable. Mais ça évidemment, ça a créé tout un nouvel intérêt. D'autant que le personnage, un peu le mythe Lawrence, avait été très attaqué dans les années 50, très écorné par plusieurs livres, où on avait dit que c'était un peu un faiseur, un mythomane. Voilà, le mythe était sérieusement écorné, et le film l'a vraiment relancé de façon très spectaculaire. Et votre livre aussi, nous l'espérons. Donc un petit retour en arrière, on va revenir à l'enfance du jeune Thomas Edward, qui naît en 1888 dans le Pays de Galles, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son enfance, déjà, n'est pas commune. Alors, c'est pas du tout commun, effectivement, et je crois que c'est très important pour comprendre le personnage. Brièvement, son père est un petit baron, un petit noble anglo-irlandais qui s'appelle Thomas Chapman, et qui vit en Irlande, et son père va faire quelque chose qui me paraît assez extraordinaire pour l'époque. Il se marie, il a 4 filles, mais il embauche pour s'occuper de ses filles une jeune gouvernante, toute jeune, toute menue, et il va tomber amoureux de la petite gouvernante. Et alors, partir avec la gouvernante, ça peut arriver à tout un chacun, mais il va faire quelque chose d'assez extraordinaire pour une personne de bonne famille anglaise, c'est qu'il va prendre le nom de cette gouvernante, et il va s'appeler Lawrence. Chapman va devenir Lawrence. Alors, c'est encore plus compliqué parce que le nom Lawrence de cette jeune gouvernante, on pense que c'est un nom aussi qui a été pris, parce qu'elle est de naissance également très obscure. Et ce personnage de Chapman, qui est un personnage tout à fait de petit noble, très classique, sans beaucoup de personnalité, il va faire quelque chose d'inouï pour l'époque. C'est de prendre le nom de l'épouser. Et donc Lawrence, né au Pays de Galles, il va quitter l'Irlande, il va quitter son épouse.
Avec qui il avait 5 filles. Avec qui il avait 4 filles. 4 filles, et dont on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues d'ailleurs. Ce sont les demi-sœurs quand même de notre héros. Et donc il va faire 5 garçons avec cette petite gouvernante qui a visiblement quelqu'un qui avait une très forte personnalité, qui a beaucoup marqué ses enfants, malgré sa naissance très modeste et obscure. Elle va être très sévère avec ses enfants, et en même temps elle va leur inculquer toute une éducation extrêmement solide, notamment en termes religieux. Laurence connaît extrêmement bien la Bible. Enfin, il peut citer par cœur des très très longs passages de la Bible. Donc elle va donner un cadre à cette aventure familiale tout à fait surprenante. Alors à 18 ans, il part en France. Hein, c'est déjà. Alors il fait plusieurs séjours en France, effectivement. Oui. Il ne part pas définitivement en France. Il a fait plusieurs séjours avant même 18 ans, ce qui était assez courant à l'époque, hein. En plus c'était l'époque de l'entente cordiale, donc on passait ses vacances en France, notamment dans le nord de la France, à Dinard, à Dieppe, voilà, c'était des lieux où les Anglais se rendaient très régulièrement, et il découvre la France, et comme il est passionné par le Moyen-Âge et les châteaux forts, il entreprend des tours de France tout à fait extraordinaires, c'est un peu un petit bonhomme, il a des gros vélos très lourds, et il part avec simplement une brosse à dents, une petite chemisette de rechange, et il fait des expéditions à travers la France qui paraissent inouïes aujourd'hui. Enfin, il va de Paris de la Normandie, de Dinard à Aigues-Mortes, oui. En plusieurs jours, comme ça. C'est un peu une période de formation, et ça explique aussi le grand aventurier. Oui, on sent pointer l'aventurier sous le jeune homme. Alors, il enquille sur des études à Oxford. Exactement. Donc, oui. Alors, il fait des très bonnes études à Oxford. Donc c'est un élève brillant. C'est un élève brillant. Qui a une excellente mémoire, donc il a de bonnes lettres classiques, hein, le latin, le grec, je disais la Bible, et cette passion pour le Moyen-Âge, pour les châteaux forts, qui va devenir un peu sa spécialité, puisque ce sera sa thèse. Et surtout à Oxford, il est dans ce cadre, et j'insiste, c'est très important, dans ce cadre britannique c'est là où il apprend les codes de la société britannique, les codes importants, et ça va lui servir beaucoup par la suite, parce que, en dépit de ses aventures, on revient toujours à cette éducation, notamment dans le cadre de Oxford ou pour d'autres de Cambridge. Alors, il se destine à une carrière d'archéologue, et il va partir une première fois pour le Moyen-Orient, en Syrie et au Liban, pour étudier les châteaux des croisés. Est-ce que ce premier voyage, est-ce que pour lui c'est un choc culturel? Alors, je dirais un choc culturel, je ne sais pas, c'est toujours un peu, parce qu'il y a toujours cette retenue britannique, hein, on est dans un cadre, c'est le Liban, enfin, n'est pas encore le Liban, mais ça fait partie de l'Empire ottoman, donc on n'est pas au cœur de l'Empire britannique. Hein. Mais on a cette espèce ces aventuriers anglais, ces gens qui partent en expédition, ont cette sorte d'assurance que leur donne l'éducation et le cadre britannique, hein, même s'ils ne sont pas chez des coloniaux. Et donc, dire un choc, non, je ne sais pas. Il est très touché par l'esthétique. Il a une connaissance, comme je le disais, très approfondie de la géographie des lieux qui lui vient notamment de sa connaissance de la Bible. Oui. Il connaît parfaitement les parcours. C'est un guide touristique. Il va en Galilée, il sait exactement où le Christ est allé, enfin, et tout ça, il a des repères très précis. Et donc, finalement, il applique toute cette science qu'il a. Il la met en pratique, en étant sur les lieux mêmes. Mais je dirais qu'on sous-estime à quel point nos aïeux, nos grands-parents, avaient une connaissance assez intime quand même des lieux par leur lecture, peut-être plus en Angleterre qu'en France, par leur lecture et leur connaissance de la Bible, de la religion en fait.
Et il faut dire qu'effectivement, la Bible est un véritable guide touristique. C'est un guide touristique, lorsque on se balade dans la région. Alors, lui, il fait déjà une forte impression auprès de ses collègues. Il se démarque vraiment par sa tenue, par son comportement. Oui, alors d'abord, il a une allure qui dénote, parce qu'il aura l'air toujours sa vie d'un petit collégien. Hein. Il n'a pas de barbe, il n'en aura jamais. Je pense qu'il a été. Je ne sais pas s'il s'est jamais vraiment rasé, s'il a vraiment eu besoin de se raser. Je ne sais pas. C'est un peu une petite énigme. Il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs, toujours en bataille. Il est en culotte courte, toujours en culotte courte. Alors et puis il va très à l'aise dans des régions peu connues, un peu dangereuses quelquefois. Hein. Il se promène notamment au sud du Liban, dans ces régions dont on parle beaucoup en ce moment. Il découvre une population, les populations qui étaient très déshéritées à l'époque, qui était la communauté chiite, dont on parlait très très peu, la communauté chiite au sud du Liban. Et puis, il est un peu hors norme. Alors, il a derrière ça cette sécurité que lui donne son éducation et le cadre britannique. Mais enfin, il est accueilli comme un personnage original. Et puis, il aime faire ce qu'il fera toujours toute sa vie, c'est qu'il aime faire des blagues. Il a, je crois, à cette époque, un contact. C'est une sorte d'empathie avec les populations locales qui lui permet de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'humour, il fait des blagues, il sait parler aux gens. Alors que l'anglais ou le français vont garder toujours une certaine distance. Et ça lui servira beaucoup par la suite, cette connexion, cette intimité avec les populations locales. Et il rencontre également ses confrères allemands. Est-ce qu'on peut dire qu'il commence à jouer un petit peu l'espion? Est-ce que beaucoup d'archéologues faisaient ça? Oui, alors c'est surtout au moment il fait partie d'une équipe de fouilles au nord de la Syrie, là, dans un coin qui est aujourd'hui à la frontière avec la Turquie, qui s'appelle Karkemiş. Et effectivement, il y a des équipes d'archéologues allemands. Il faut voir que dans ces années d'avant-guerre, l'Allemagne s'intéresse beaucoup au Moyen-Orient. L'empereur Guillaume a fait un séjour qui est resté très célèbre à Damas, je n'ai plus la date en tête, mais enfin la fin du XIXe, qui a beaucoup surpris les Occidentaux, les Français et les Anglais. Il est allé jusqu'à Damas, sur la tombe de Saladin même. Ouais. Et donc les Allemands sont présents. Ils ont un projet de train, de ligne de chemin de fer entre Berlin et Bagdad, ce qu'on a appelé le Bagdad-Bahn, qui est resté inachevé. Mais enfin, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ils utilisent, certains archéologues, qui vont, parce qu'ils sont bien acceptés par les Turcs. Les Turcs, ça ne les dérange pas d'avoir des archéologues, mais ces archéologues sont souvent des couvertures pour un travail de renseignement, ce que font aussi les Anglais de leur côté. Et Lawrence apprend à ce moment-là peut-être un petit peu à faire un travail de renseignement, à interroger les gens, à poser des questions et à les transmettre à ses professeurs en Angleterre, qui eux-mêmes les transmettent au Foreign Office. Bien, alors la guerre éclate en août 1914. Comme tout bon Anglais de bonne société, il s'engage. Il commence sa carrière militaire comme officier subalterne. Oui, il reste à Londres. Il faut se rappeler que l'armée anglaise n'est pas une armée de conscription, oui. Et que, en tout cas à cette époque, en tout cas au début de la guerre, et que on s'attendait effectivement à ce que des gens de bonne famille, des Anglais de bonne famille, s'engagent. Mais ça n'a pas été le cas de tous les Anglais, entre guillemets, de bonne famille. En tout cas, lui, il s'engage, il fait de la cartographie à Londres, donc ça l'ennuie un peu, il est dans les bureaux, mais il est très vite transféré, muté au Caire.
Parce que le sujet du Moyen-Orient, dont on parle peu en 14, il y a d'autres préoccupations, progressivement, disons vers 1915, redevient important, et surtout à partir du moment où il y a ce projet de débarquement dans les Dardanelles. Donc les Dardanelles, c'est le détroit qui mène jusqu'à Constantinople, et ce projet de débarquement qui se veut une opération de contournement, enfin une opération périphérique, si vous voulez, après les échecs, notamment les échecs en France, notamment en Artois, qui sont absolument tragiques en 1915. Apparaît l'idée d'ouvrir un nouveau front contre les Turcs qui se sont alliés avec l'Allemagne en 1914. Donc là, il est envoyé au Caire. Il continue à faire de la cartographie. Alors, dans un premier temps, il fait de la cartographie et aussi, disons, du renseignement. Il interroge des prisonniers pour essayer d'établir quel est le niveau des forces turques et allemandes dans la zone. Donc il travaille beaucoup en interrogeant des prisonniers qui sont amenés au Caire. Mais c'est un travail de bureau, en fait, quand même. Et là, encore une fois, il se fait remarquer par son comportement et sa tenue qui n'a rien d'un militaire britannique. Il s'habille un peu n'importe comment, il se promène en moto au Caire et il ne salue personne. Il a cette habitude, alors qu'il n'est que simple sous-lieutenant, d'entrer dans les bureaux des supérieurs sans prévenir. Et il a des habitudes curieuses. Par exemple, il passe son temps à faire des blagues. Par exemple, il note les forces ennemies à la dizaine près, ce qui est totalement ridicule. Il va dire, oui, là, il y a 757 soldats turcs, et c'est totalement irréaliste. Ses supérieurs corrigent immédiatement en disant, non, il faut mettre à la centaine. Mais en fait, il s'amuse. Dans tout ce qu'il fait, Lawrence cherche ça reste un collégien, il veut s'amuser dans la vie. Alors, en 1916, il est envoyé en Arabie, dans la région du Hedjaz, car là-bas, les Arabes se sont révoltés contre les Turcs. Oui. Alors, il est envoyé pour quoi faire? Parce que bon, il parle un peu l'arabe, donc c'est un agent de liaison. Voilà, il parle arabe. Il parle un arabe très, ce qu'on appelle dialectal, c'est-à-dire pas du tout un arabe classique, mais ça lui sert beaucoup parce que justement pour discuter avec les tribus, avec les bédouins, il vaut mieux parler un arabe dialectal. Alors c'est un arabe de Syrie, donc qui est différent, mais quand même, il connaît les blagues, il connaît les petites histoires, il connaît des tas de choses que les gens du Caire, si vous voulez, dans les bureaux, ne connaissent pas. Ils ont une connaissance un peu universitaire, et lui a une connaissance beaucoup plus pratique de l'arabe. Donc il est envoyé. Il n'est qu'un simple adjoint, si vous voulez. Il n'a pas, pour l'instant, pour l'heure, de grands projets. Il est là pour assister à l'envoyé britannique, il n'est qu'un simple subalterne. Mais finalement, il va sauter sur cette occasion, et c'est là où il va. C'est très amusant de voir à quel point cet officier tout à fait subalterne qui commence à marquer, parce qu'il a, par son caractère, par ses blagues et tout, on commence à en entendre parler, mais plutôt en termes d'agacement d'ailleurs, parce qu'il y en a un, il y a le représentant britannique à Jeddah, donc dans les Hedjaz, qui dit il a besoin d'un certain nombre de coups de pied dans le derrière, et puis un jour quand même, une fois qu'il aurait, et voilà, il sera peut-être bon à quelque chose. Bon, voilà. Et puis il est tout jeune, il a 28 ans. Il est tout jeune, et il est surtout. Et puis il faut dire que cette fameuse révolte dont vous parliez. Bon, les Britanniques sont très sceptiques quant à son intérêt et ses résultats. Comme tous les militaires, ils ont peur de s'engager dans des aventures nouvelles. Et cette révolte, bon, pour l'instant, on observe ce qui se passe. Voilà. Alors pour nos téléspectateurs, le Hedjaz, c'est une région qui comprend la Mecque, Médine, qui est à l'ouest de la péninsule arabique. C'est toute cette côte et cet intérieur des terres, cette grande bande qui se trouve à l'ouest de la péninsule, le long de la mer Rouge. Et c'est là que effectivement, se trouvent les lieux saints de la Mecque et Médine. Alors il va faire une rencontre importante avec Faisal Ibn Hussein,
qui est le chef de la révolte arabe. Alors comment se déroule cette première rencontre? Quelles sont leurs impressions à l'un et à l'autre? Alors, il obtient l'autorisation d'aller. Alors, le shérif de la Mecque, qui est le père de Faisal, qui s'appelle Hussein, est très réticent dans un premier temps à envoyer des officiers britanniques à l'intérieur. Le problème de ces dirigeants arabes, c'est qu'ils ne veulent pas apparaître. Ils sont face à la Turquie, ils se révoltent contre la Turquie, qui représente quand même le cœur de la religion musulmane à cette époque. Oui. Voilà. Et ils se révoltent, et donc c'est quand même un geste très audacieux. Et ils ne veulent pas qu'on puisse les accuser d'être les outils, les instruments des Britanniques. Mais Lawrence réussit finalement à obtenir l'autorisation d'aller vers l'intérieur. Et il va faire la rencontre, donc cette rencontre avec un des fils de Hussein de la Mecque, qui s'appelle Faisal. Et il va y avoir un moment une espèce de séduction réciproque qui va se faire. Et il va transmettre à ses supérieurs au Caire un certain nombre de rapports, et il va à ce moment-là vraiment pousser Faisal. Et il y a une anecdote que je trouve très amusante et très typique de Lawrence. Parce que ses supérieurs sont des gens très cultivés, qui s'intéressent au monde arabe, mais qui ont une connaissance de la France. Et il va faire cette comparaison, enfin cette description de Faisal en disant qu'il ressemble, il me fait penser au gisant de Richard Cœur de Lion à l'abbaye de Fontevraud. Oui. Voilà. C'est quelque chose de magnifique, et qui tout de suite, on voit que cette comparaison poétique va faire son effet. Lawrence a le talent pour faire des rapports qui sont pas classiques, ce ne sont pas des rapports militaires comme le ferait un officier lambda. Et il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il écrit, déjà. Et qu'on va retrouver dans les 7 piliers. Mais en comparant ces rapports que j'ai lus et les 7 piliers, j'ai vu que cette poésie, elle se trouve dans ces rapports militaires. Et cette comparaison, cette description de Faisal comme une sorte de Richard Cœur de Lion, et en parlant de l'abbaye de Fontevraud dans un rapport militaire, je pense qu'au Caire, ça a séduit tout de suite un certain nombre de ses supérieurs. Voilà. Donc il voit de Faisal déjà un chevalier. Et il voit en Faisal un pro-chevalier, et ça a son effet. Et dont il devient le conseiller militaire. Alors, c'est un conseiller militaire officieux, c'est lui qui s'arroge ce titre. Il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il revient au Caire, et puis en fait il est renvoyé avec une mission beaucoup plus précise, parce que là il a joué son propre jeu, mais quand même, il faut que ses supérieurs aillent plus loin, et donc lui donnent une mission effectivement plus officielle de conseiller auprès de Faisal. Alors conseiller militaire, et il lance donc des premières opérations. En quoi consistent ces opérations militaires? Il y a une cible assez évidente pour une révolte, c'est cette ligne de chemin de fer qu'on a appelée la ligne de chemin de fer du Hedjaz, qui va de Damas jusqu'à Médine. Il faut voir que Médine, qui est cette ville au nord de la Mecque, où le prophète Mahomet s'était réfugié, ayant été expulsé de la Mecque, Médine est encore aux mains des Turcs. La révolte ne va pas réussir à conquérir Médine, qui est bien fortifiée. Mais il y a ce chemin de fer. Et donc, ils vont lancer, avec Faisal et ses frères, des opérations de minage de cette ligne de chemin de fer, qui est une voie de communication très importante pour cette garnison. C'est comme ça qu'elle se ravitaille. C'est comme ça qu'elle peut recevoir des renforts. Et alors ça, c'est ce qu'on voit dans le film, et qui est très bien montré. Ce sont ces opérations commando contre cette voie de chemin de fer, avec plus ou moins de succès, mais avec alors quand même, ce sont des vraies opérations de guérilla. À cette occasion, d'ailleurs, Lawrence revêt la tenue locale et découvre, enfin, il ne savait pas très bien, il apprend comment poser des mines, et puis il faut dire une chose, c'est qu'il découvre aussi l'horreur de la guerre. Et alors on voit un peu ça dans ces films, c'est-à-dire le chemin de fer, le train qui explose, les corps en 1000 morceaux, et il commence à faire son apprentissage. Il n'a pas fait la guerre jusque-là. Il fait l'apprentissage de la guerre, parce que cette guerre est atroce aussi. Enfin, on est loin des tranchées, mais elle est aussi atroce. Et donc il vit la vie également des guerriers arabes, des bédouins. Tout à fait, oui, il s'adapte, il veut absolument se conformer à cette vie, alors par sa tenue,
par le fait qu'il, contrairement à certains de ces aventuriers britanniques qui se baladaient toujours avec leur whisky ou leur vin, ils mangent comme ses compagnons arabes, ils se vêtent comme eux. Une chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il jamais il n'est tenté par la religion, par l'islam. Et c'est assez curieux parce qu'il y a eu ces personnalités qui ont été en contact avec l'islam, qui ont pu ressentir à un moment une forme de séduction, hein, même si on était catholique et tout ça. La prière dans le désert, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Et non, il n'est jamais, et même dans les 7 piliers, jamais il n'en parle en fait. Et c'est quelque chose, alors un peu étonnant, mais voilà. Et là, il ne va pas jusqu'à là. Alors on va parler de ça, vous parliez d'opération commando, c'est quelque chose de très nouveau également pour une armée occidentale. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à théoriser les techniques de Alors il ne guérilla? théorise pas encore, ce sera plutôt après la guerre où il écrira des ouvrages un peu plus... non, d'ailleurs, je fais erreur. Le bureau arabe au Caire avait une publication qui s'appelait le Bulletin arabe, et il y a déjà des textes de lui, plutôt vers 1917, plutôt l'année suivante, quand il revient, il fait des rapports qui commencent à théoriser cette guerre. Mais au fond, il mène une guerre de guérilla, et cette guerre de guérilla, elle a existé auparavant hein, dans l'histoire. Il y a eu les Espagnols avec Napoléon, du Guesclin, effectivement. Il faudrait aller encore plus loin. Et puis, la guerre de Bourg, plus près de nous. Voilà, c'est une guerre que les Britanniques ont subie en Afrique du Sud. Ils ont subi en Afrique du Sud contre les Boers, mais c'est la première fois, je pense, qu'une armée moderne, constituée, classique finalement, utilise ce genre de méthode. Beaucoup d'officiers étaient très réticents parce que il y avait cette idée que la guerre, il y a des normes, il y a des règles, et beaucoup d'officiers britanniques étaient réticents. Aller poser des mines sur un train de chemin de fer, dans des trains dans lesquels il y avait aussi beaucoup de civils. Qui prenaient ces trains. Hein. Il y avait les épouses des soldats, il y avait... Voilà. Et a fortiori en tenue civile, était quelque chose dont il voulait surtout ne pas être trop impliqué dans ces affaires-là. Voilà. Mais il va réussir à convaincre... D'autant plus que nous sommes au Orient, donc c'est loin, on est loin de l'Europe, on est loin du théâtre européen. Il va réussir à convaincre ses supérieurs qu'il y a quelque chose à faire. C'est le seul il est tout seul ou il y a plusieurs avec lui? Alors il y a quelques autres, il y a 3 ou 4 autres officiers britanniques qui pratiquent la même chose, mais en règle générale, sauf erreur, ils restent tous en uniforme, par exemple, en uniforme britannique, avec peut-être un couvre-chef local parce à cause notamment du soleil, mais ils restent parce que il y a une crainte, c'est que si on est pris par les Turcs, ceux-ci auraient totalement le droit, selon les règles en vigueur, d'exécuter leur prisonnier, un prisonnier qui n'est pas en uniforme. D'armée. Une étape importante, c'est la prise d'Aqaba, oui. Qui est un port stratégique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce port Aqaba et la façon dont Lawrence a conduit les opérations? Selon son récit, il aurait dès le début, dès sa première rencontre avec Faisal, eu ce mot. Faisal parlait des opérations contre les lignes de chemin de fer et Lawrence lui aurait dit, c'est très bien tout ça, mais c'est quand même très loin de Damas. Et il aurait eu cet objectif. C'est Damas, qui est évidemment beaucoup plus au nord et qui constitue pour les armées britanniques un objectif, alors là, pour le coup, stratégique. Il s'agit, pour la révolte arabe, d'aller conquérir un espace qui est tout à fait sous le contrôle des Turcs. Voilà. Et alors, il y a une première étape qui est cette prise, effectivement, il faudrait voir sur une carte, mais de remonter vers le nord, donc dans la direction générale de Damas, de la Palestine et de Jérusalem. Et il va prendre ce petit port qui s'appelle Aqaba, qui est en face, à côté on est au sud du Negev, hein, c'est Eilat aujourd'hui en Israël. En face, il y a Aqaba.
C'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que c'est un port, donc ça intéresse beaucoup la marine britannique. C'est une prise qui politiquement est intéressante parce que la marine britannique s'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Et la marine britannique est très puissante. Voilà. Et donc, il va lancer cette opération en effectuant un grand contournement, puisqu'il part en apparence, alors c'est presque une manœuvre d'intoxication de l'ennemi, il part dans une toute autre direction, il revient et il redescend vers Aqaba pour prendre ce petit port. On a encore les images, effectivement, on se souvient des images peut-être dans le film, que les canons, il y avait une histoire, des canons étaient tournés vers l'extérieur, vers la mer. Les Turcs n'avaient pas du tout songé, ne s'attendaient pas à ce que l'ennemi arrive par l'intérieur. Voilà. Donc c'est une belle opération qui restera effectivement comme un modèle, par cette espèce de contournement, il semble s'éloigner totalement de l'objectif, et il faut expliquer. Et au passage, il recrute des tribus. Donc il y a tout un travail politique, parce qu'il faut convaincre toutes ces tribus de l'intérêt. Et les tribus ne sont pas très convaincus par aller prendre un petit port. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, il faut noter aussi qu'il a toujours beaucoup avec lui de l'argent, de l'or, qui permet de convaincre les tribus. Et il fait cette œuvre, et qui est une réussite quand même, dont il ne faut pas non plus exagérer l'intérêt sur le plan strictement militaire, mais qui, du point de vue de la communication, si vous voulez, est très importante. Et d'ailleurs pour sa communication personnelle également, parce on va commencer à parler de lui vraiment dans les états-majors. Oui, alors c'est vraiment Aqaba, c'est à partir de Aqaba, de cette prise, qu'on va commencer à parler de lui. Il faut dire que nous sommes en 1917, la presse, le haut état-major ont besoin de victoires. La situation en Europe est très, très difficile. Il y a eu les mutineries dans l'armée française. Il y a eu en 1916 les grandes offensives, la Somme qui a été une catastrophe. Et pour les Britanniques, il y a une soif de victoire, quelle qu'elle soit. Alors, les autorités britanniques militaires ont considéré avec un peu de dédain cette affaire du Moyen-Orient. Et là, ils commencent à s'intéresser pas mal pour des raisons de communication et pour remonter un peu le moral des populations et pour montrer qu'il y avait on pouvait quand même gagner des batailles. Alors, comme on commence à parler de lui dans l'état-major britannique, on parle aussi de lui dans les états-majors français, parce qu'il commence aussi à inquiéter les autorités françaises qui regardent la région avec intérêt. Oui, alors effectivement, les Français deviennent un élément dans cette affaire très complexe, d'autant qu'ils ont signé les fameux accords Sykes-Picot, des noms des deux signataires, Mark Sykes et François-Georges Picot, qui ont établi une sorte de partage du Moyen-Orient, c'est en 1916. Et il voit un peu d'un mauvais œil les ambitions britanniques qui semblent, incarnées par Lawrence, qui semblent contredire ces accords. Et les Français veulent donc prendre position, entre guillemets, à partir du moment où cette révolte commence à prendre son envol, ils se disent qu'il faut intervenir et prendre position, la contrôler, ou en tout cas équilibrer l'influence exercée par Lawrence. Alors, les opérations, elles, de Lawrence, qu'on continue, c'est toujours des petites opérations de guérilla, de harcèlement, des positions turques, Alors, il y a après Aqaba... On essaie de prendre des villes. Voilà, on essaie de prendre des villes, mais après Aqaba... il très intelligemment, et c'est là où cet homme est un peu un génie, il va tenter de profiter de cette victoire d'Aqaba, spectaculaire, qui impressionne, pour aller convaincre l'état-major britannique au Caire, qui a reçu un nouveau chef prestigieux qui s'appelle le général Allenby, de le convaincre que de cette opération finalement limitée, qui a été cette révolte arabe, eh bien on peut passer à quelque chose de beaucoup plus ambitieux, et qui serait de monter vers le nord, notamment Damas, et finalement de vaincre les Turcs, d'obtenir une victoire stratégique contre les Turcs. Et il va convaincre Allenby. Mais il est fait prisonnier.
Alors, j'ai Absolument. pas noté la date, à Dera, dans la ville de Dera. Oui. Alors c'est juste avant, effectivement. Oui, il est fait prisonnier. C'est un épisode assez trouble. Oui, c'est un épisode assez trouble. Il a donné différentes versions. Il est fait prisonnier. Sa tête est mise à prix par les Turcs. Faut l'oublier. Sa tête a été mise à prix. Il a été fait prisonnier, ça c'est certain. Alors le film le montre, cette séquence où il est torturé, battu en tout cas par les Turcs, voire violé. Voilà. Et Lawrence, on peut le comprendre, va donner différentes récits de cet épisode. Il y a un côté masochiste chez Lawrence. Ah oui. Il y a un côté masochiste sur le plan physique, qui lui vient peut-être de la façon dont il était traité par sa mère, qui elle-même qu'il adorait, mais qui était extrêmement rude avec ses garçons. Il y a un côté masochisme sur le plan physique, mais il y a aussi un masochisme, je dirais, moral. C'est-à-dire qu'il a cette tendance à, peut-être pour effacer ce masochisme, ce poids que représente cette forme de masochisme, il a tendance à s'accuser de certaines choses qu'il n'a pas commises. Oui. Et c'est une chose complexe. Il y a eu des livres, je ne suis pas le premier à avoir analysé ça, des psychiatres, psychanalystes même, ont travaillé sur le cas Lawrence. Mais il a tendance quelquefois, on pense à exagérer un peu ses propres, ce qu'il a subi, ou à s'accuser de choses qu'il n'a pas faites, voilà, qu'il n'a pas commises. L'épisode de Dera, la version, disons, la plus simple, c'est qu'effectivement, il a été violé et torturé, mais il y a un peu des difficultés à comprendre ce qui se passe après, comment il s'en sort. Comment il s'en sort. Libéré, c'est quand même un peu étrange parce que clairement, il a beau être en tenue arabe, il ne peut pas passer pour un arabe, voire même, comme il disait, un arabe du Nord ou un circassien. Voilà. Et il est évident qu'il est anglais. Il est tout de même libéré, il s'en sort... Libéré ou évadé, on ne sait pas. Évadé, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Et il fait un long parcours après, à dos de dromadaire, juste pendant 24 heures, dans des conditions absolument extrêmement difficiles, puisqu'il aurait été torturé. Voilà. Bon, ça fait partie des énigmes. Lawrence reste un livre ouvert dans lequel on peut continuer à chercher, à imaginer les choses, et c'est ça qui est passionnant. Alors justement, vous parlez du côté noir, quand toute légende, il y a ces parts d'ombre. Lors de son avancée vers Damas, on a parlé de massacres de prisonniers, même avant d'exécutions sommaires. Alors quel type de soldat est-il? Est-ce qu'il s'adapte à la cruauté du terrain et des gens avec lesquels il combat À plusieurs reprises, en fait, la question, dans ces opérations, se pose la question des prisonniers turcs. Il faut dire qu'ils n'ont absolument pas les moyens quand ils font ces opérations. Il y a un certain nombre de soldats turcs qui se rendent, ils n'ont absolument pas les moyens de le gérer. Ils ne peuvent pas faire de prisonniers parce que ce sont des petites opérations de groupe. Et quelquefois, les postes, ils ne peuvent pas les déplacer. Donc, il y avait eu avant, à plusieurs reprises, des cas limites, peut-être d'exécution, ou en tout cas, ils laissent faire les Bédouins, les Arabes, qui, eux, n'hésitent pas à exécuter sur le champ et à dévêtir, à piller les soldats turcs, qui, eux, sont en uniforme et qui sont une armée relativement classique. Oui, c'est une vraie armée. C'est une vraie armée. Ils ont été entraînés par les Allemands. Voilà. Donc, il y a un ou deux épisodes, il y a surtout un épisode, et d'ailleurs on le voit dans le film, mais j'en parle longuement dans mon livre, où des prisonniers, alors on n'est pas très loin de Damas, où une unité de prisonniers turcs se rendent, et là, est-ce que lui a donné l'ordre de les exécuter? Est-ce que les Arabes les ont exécutés et qu'il a laissé faire? J'ai l'impression que, effectivement, c'est cette dernière hypothèse, c'est qu'il aurait tout à fait laissé faire, mais... Pour dédouaner un peu, d'ailleurs, dans son livre, les Arabes, parce qu'il s'agit de les présenter sous le meilleur image pour des raisons politiques, il va s'accuser lui-même d'avoir donné cet ordre. Voilà.
Alors, en 1918, en octobre, hein, on est près de la fin de la guerre, c'est la prise de Damas, Oui. donc son plan réussi. Alors, c'est pas lui qui prend Damas tout seul. Hein, je crois que les Australiens étaient les premiers. Alors, quel rôle donc la guerre se termine, la Turquie, l'Allemagne bien sûr, mais la Turquie est vaincue également. Donc, quel rôle politique joue-t-il à ce moment-là? Est-ce qu'il fait ça? Alors, dans un premier temps, Lawrence, comme d'habitude, disparaît. Enfin, c'est son habitude. Il fait une action, puis il disparaît, il revient. C'est une sorte encore une fois, de collégien qui aime surprendre, qui passe sa vie à surprendre. Et il dit, ma mission est accomplie, il s'en va. Il rentre en Angleterre, c'est la démobilisation. Mais progressivement, alors il y a un petit passage, c'est le retour, mais très rapidement, il y a la conférence de la paix à Paris, à Versailles, et il va revenir dans le jeu, puisqu'il accompagne Faisal au cours de cette conférence. Et là encore, alors là, il y a des scènes extraordinaires devant les grands de ce monde, Wilson, Clemenceau. Eh bien, nous avons le petit Lawrence qui n'est pas totalement honorable, qui a un kéfier, un uniforme, mais qui se balade à Versailles parmi les grands négociateurs et qui donne à cette conférence une sorte. Les gens sont fascinés et en fait, après cette guerre absolument atroce, c'est un moment, c'est un divertissement extraordinaire pour eux. Et il devient une véritable star. Alors, il est une star aux yeux des politiques. Les Français sont très agacés de leur côté parce qu'il chaperonne Faisal, il veut pousser l'indépendance des pays arabes contre la volonté des Français, en tout cas pour une partie, en tout cas pour la Syrie. Mais ils reconnaissent que... Et Clemenceau est sensible à ça, parce que Clemenceau, d'abord, ne s'intéresse pas au Moyen-Orient, et deuxièmement, il est sensible à ce genre de personnage. Et donc, il y a des scènes assez extraordinaires où il continue à faire ses blagues. Et puis, mais après, bon, la conférence de la paix, les choses reviennent dans l'ordre. Hein, lui... est en Angleterre et se pose alors là la question du partage du Moyen-Orient. Que va devenir le Moyen-Orient à partir du moment où il y a eu ces différents traités, ces négociations entre alliés. Et c'est là où il revient dans le jeu, mais à partir d'abord par des articles de journaux, où il essaie d'influencer les positions des protagonistes. Et puis, surtout, il va revenir dans le jeu à partir de 1921, parce que Churchill est nommé, qui a été un peu marginalisé à cause de l'échec des Dardanelles, hein, eh bien, il revient dans le jeu comme ministre des colonies et il va tout de suite convoquer Lawrence comme adjoint. D'accord, pour le conseiller. Pour le conseiller. Et donc Faisal, lui, va devenir... Alors Faisal devient prince émir de Syrie, de la Syrie, de cette Syrie nouvellement créée, avec des frontières nouvelles, au milieu du désert. Bon, tout ça est rédigé de manière très arbitraire, mais bon, il devient émir de Syrie. Sous protectorat. Sous protectorat français, conseillé par les Français. Conseillé par les Français. C'est une affaire complexe, bon, on n'a peut-être pas le temps de revenir là-dedans, mais il est, parce qu'il a des ambitions beaucoup plus nationalistes que ce qui plaît aux Français, ceux-ci vont le débarquer en 1920 et Faisal se retrouve en exil. Et c'est là où Lawrence revient, en revenant dans le jeu comme conseiller auprès de Churchill, au cours d'une grande conférence qui a lieu, qui se tient au Caire. Ils vont décider d'imposer. Il va lui-même réussir à imposer l'idée que Faisal devienne roi d'un État nouvellement créé, qui est l'Irak. Voilà. Donc, il considère finalement, contrairement à ce qu'on a souvent dit, il y a des textes où on dit il a trahi, les promesses ont été trahies, mais en fait, après cette conférence, en 1921-1922, Lawrence est assez content de ce qui s'est passé. Il considère qu'il a accompli plus ou moins sa mission, que cette famille arabe, les Hachémites, ils sont en place en Jordanie, en Irak, et que finalement, son ambition initiale a été réalisée. Alors, il aurait pu continuer à jouer un rôle politique de premier plan, au moins auprès du roi Faisal, mais il préfère retourner dans l'anonymat après la guerre. Donc, vous le disiez, c'est fidèle à sa personnalité. On va reparler de lui quand même avec la publication des 7 piliers
de la sagesse? Oui, alors effectivement, comme vous dites, comme vous le mentionnez, c'est un épisode toujours très intéressant de sa vie. Il se rengage, alors, il est une star mondiale, il faut voir à l'époque, mais il se rengage sous un pseudonyme dans l'armée comme simple soldat. Alors... Là encore, on a écrit des textes sur les psychanalystes se sont intéressés à ce cas, ce qu'on appelait la nostalgie de la boue. Alors, il ne faut pas être trop sévère parce qu'il faut s'imaginer ce qu'a été le retour à la paix pour nombre de soldats, toute une génération. Après la guerre, cette guerre a été absolument traumatisante. Et et il n'y avait pas du tout les structures, il n'y avait pas du tout, comme on dit aujourd'hui, les cellules psychologiques. Oui. mais il a fallu que tous ces gens qui avaient fait la guerre se débrouillent tout seuls, se réadaptent. Et Lawrence l'a fait d'une manière tout à fait étonnante. Il a été une star, il se rengage comme simple soldat, il veut être anonyme. Alors, il joue un peu un double jeu parce que quand même tout le monde sait les gens qui comptent savent où il est et il correspond régulièrement, notamment avec tout un milieu littéraire. C'est là où tout un milieu littéraire s'intéresse à lui. George Bernard Shaw, il a une très longue correspondance. Les lettres de Lawrence sont quelque chose d'absolument formidable. Il y en a des milliers et des milliers, et il correspond avec ces grands écrivains qui sont fascinés par ce personnage, qui eux-mêmes peut-être ont une guerre un peu tranquille, et qui ont trouvé en lui un héros. Parce que le pays, l'Angleterre, comme la France d'ailleurs, manque cruellement de héros. On a les grands généraux, mais on a un peu... Oui, c'est ce que je disais au début, c'est une aventure collective, une tragédie exactement, collective. On a un peu les pilotes de chasse, mais on n'a pas de grands héros. Et Lawrence en est un. Donc on va terminer là-dessus sur le livre, les 7 piliers de la sagesse. Alors, brièvement, il rédige un premier jet en 1920. Il va dire encore une histoire à la Lawrence que ce manuscrit a été volé. Bref, bon. Il paraît en 1927, vraiment parce que les éditeurs tournent autour de lui, et finalement il accepte de faire une version abrégée, qui s'appelle La Révolte dans le désert, qui est un énorme succès. Mais la version dite longue, la vraie version des 7 piliers de la sagesse, va paraître en 1935, après sa mort. Juste après sa mort. Et ça va être un immense succès. Donc sa mort, il meurt dans un accident de moto. Un accident de moto. Alors on a beaucoup glosé sur cet accident, on a parlé de complot, etc. Ouais. Vous, c'est un accident. Et il a adoré les motos, il a fait de la moto toute sa vie. Après, il a adoré la bicyclette, il a parcouru la France en bicyclette, puis il est passé à la moto. Il avait des motos, il n'est pas grand, il avait des motos énormes, et il a eu toute une série. D'ailleurs, il y avait un fabricant de motos qui l'utilisait un peu dans ses publicités. Hein, et puis il est mort. Alors évidemment, à l'époque, on ne mettait pas de casque, on n'était pas du tout protégé, et c'était des motos très très lourdes. Et puis, je crois vraiment que la version de sa mort, est-ce qu'il a voulu, il prenait des risques insensés, c'est vrai. Il prenait des risques à moto, il adorait la vitesse. Et il prenait beaucoup de risques. Est-ce qu'il y avait une volonté de mort là-dedans? On ne peut pas totalement l'exclure. Mais, en tout cas, d'un complot, certainement pas. Il évite juste deux cyclistes sur voilà, la route. c'est ça. Quelle est aujourd'hui la postérité de Lawrence d'Arabie, aussi bien, alors, il est très connu en Occident avec le film, avec différents livres, mais au Moyen-Orient? Alors, évidemment, au Moyen-Orient, il est moins connu. Il fait partie de cette... image un peu négative qu'on a au Moyen-Orient de ce partage du Moyen-Orient dans les années 20, dans lequel il aurait été complice, ou en tout cas il aurait trahi sa parole, comme ça, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que comme je vous disais, il a participé à la création de ce Moyen-Orient et à la mise en place, à l'instauration de ces monarchies hachémites, donc en Jordanie et puis en Irak. Et puis il y a ce deuxième aspect qui est le côté espion, intelligence service, qui fascine toujours les foules. Alors que finalement, il a été agent de renseignement, certes, pendant la guerre, oui, mais il n'est pas à proprement parler un espion ou un agent de renseignement. Mais subsiste, et encore aujourd'hui, je pense, cette idée qu'il y a des puissances, une force occulte qui tire les ficelles et qui s'appelle l'intelligence service. Et il fait partie de cette mythologie.
Bien, Christian Destrobo, merci infiniment. Donc je recommande vraiment la lecture de votre livre paru chez Perrin en 2014. C'est un livre qui a déjà plus de 10 ans, qui se lit vraiment comme un roman, mais c'est inévitable puisque le personnage, lui, est vraiment un personnage de roman. Donc, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine, Christian Destrobo, pour évoquer, on va rester dans la même région, puisque nous évoquerons Ibn Saoud, lui, seigneur du désert et prince d'Arabie. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL. Mais en nous quittant, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.